Laissez-moi vous poser une question que personne n'ose poser à voix haute. Pourquoi les gens que vous respectez le plus, vraiment respectés, pas juste admirés sur les réseaux, ne sont jamais ceux qui parlent le plus fort? Pensez-y. Le patron qui entre dans une salle de réunion et dont la simple présence change l'atmosphère. L'homme qui ne dit presque rien lors d'une négociation et repart avec tout ce qu'il voulait. La personne autour de vous que personne n'ose vraiment provoquer, pas parce qu'elle menace, pas parce qu'elle crie, mais parce qu'il y a quelque chose en elle qu'on ne comprend pas entièrement. Ces gens ne sont pas plus intelligents que vous, ils ne sont pas plus forts, ils ne travaillent pas nécessairement plus dur, mais ils ont compris quelque chose que 99% des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Sun Tzu l'avait compris il y a 2500 ans. Machiavel l'avait codifié dans les couloirs du pouvoir florentin. Et aujourd'hui, les personnes qui dominent vraiment leurs environnements, dans les affaires, dans les relations, dans la vie, appliquent ces mêmes principes sans même forcément le savoir. Ce que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui, c'est la psychologie derrière ce pouvoir silencieux. Pas la version édulcorée qu'on vous vend dans les livres de développement personnel. La version brute, la version que les vrais stratèges utilisent. Voici les 4 piliers que nous allons explorer. Premièrement, pourquoi votre bouche est votre plus grande vulnérabilité et comment le silence devient une arme. Deuxièmement, l'art de l'observation. Voir ce que les autres ne voient pas et pourquoi c'est la source de tout pouvoir réel. Troisièmement, les mécanismes invisibles du contrôle. Comment influencer sans jamais sembler influencer. Et quatrièmement, la stratégie du vide. Comment votre absence peut avoir plus d'impact que votre présence. Restez jusqu'à la fin. Parce que le 4e pilier est celui que personne n'explique jamais. Et c'est précisément celui qui sépare les joueurs des spectateurs. Une dernière chose avant qu'on commence. 95% des gens verront ce titre et passeront à autre chose. Vous faites partie des 5% qui ont choisi de rester. Retenez ça, parce que ce petit choix reflète exactement la mentalité dont on va parler aujourd'hui. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est ce qui me donne la force de continuer à créer pour vous. Chapitre 1. Le silence comme arme. Pourquoi votre bouche est votre plus grande vulnérabilité. Voici ce que Sun Tzu écrivait dans l'art de la guerre. Celui qui connaît l'ennemi et se connaît lui-même ne sera pas mis en danger dans 100 batailles. Notez ce qu'il ne dit pas. Il ne dit pas « celui qui parle le mieux », celui qui argumente le mieux, celui qui convainc le mieux. Il parle de connaissance, de perception, de silence stratégique. Parce que chaque fois que vous ouvrez la bouche, vraiment chaque fois, vous donnez des informations sur ce que vous savez, sur ce que vous ne savez pas, sur ce qui vous fait peur, sur ce qui vous enthousiasme, sur vos limites, sur vos failles. Vous croyez avoir une conversation. En réalité, vous passez une audition dont vous ne connaissez pas les critères. J'ai connu un homme, appelons-le Rémi, directeur commercial dans une entreprise de taille moyenne. Intelligent, charismatique, le genre de personne qui remplit une pièce dès qu'il entre. Mais Rémi avait un problème fondamental. Il ne pouvait pas supporter le silence. Dans chaque négociation, chaque réunion, chaque conversation tendue, dès qu'un silence s'installait, Rémi le remplissait. Il ajoutait des justifications que personne ne demandait. Il proposait des concessions avant même qu'on lui en demande. Il révélait ses marges de manœuvre par peur du vide. En 10 ans de carrière, Rémi avait travaillé plus dur que n'importe qui dans son secteur et pourtant, il laissait systématiquement de l'argent sur la table. Pas parce qu'il n'était pas compétent, parce qu'il parlait trop. La personne en face de lui n'avait même pas besoin de négocier. Elle attendait juste, et Rémi se négociait lui-même. C'est ce que Machiavel avait compris dans les couloirs du pouvoir florentin. Il écrivait dans Le Prince. Un prince doit donc faire en sorte que chacun voit ce qu'il semble, mais que peu de personnes touchent à ce qu'il est. Paraître sans se révéler, être présent sans se dévoiler,
c'est l'essence du silence stratégique. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas sur le silence. Ce n'est pas une absence, ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la timidité déguisée en sagesse. Le silence stratégique est un acte actif et délibéré. C'est choisir consciemment de ne pas répondre à une provocation, pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que votre réponse vous coûterait plus cher qu'elle ne vous rapporterait. C'est choisir d'observer plutôt que de réagir. C'est comprendre que dans un échange de pouvoir, celui qui parle en premier révèle ses cartes en premier. Pensez au lion dans la savane. Il ne rugit pas avant d'attaquer. Il ne prévient pas sa proie. Il observe, il calcule et il agit au moment précis où l'action maximise ses chances de succès. Le rugissement vient après, pas avant. Les hommes qui font le plus de bruit sont rarement ceux qui détiennent le vrai pouvoir. Le bruit est presque toujours un signe d'insécurité. Une tentative de compenser par le volume ce qui manque en substance. Les vrais joueurs n'ont pas besoin de se justifier, pas besoin de convaincre, pas besoin de prouver. Ils posent, ils observent, ils agissent au bon moment. Et ce bon moment, c'est exactement ce que le deuxième pilier vous apprend à identifier. Pensez à une situation récente où vous avez parlé trop vite et où ça vous a coûté quelque chose. Une négociation, une dispute, une opportunité. Qu'est-ce que le silence aurait changé? Racontez-moi en commentaire. Chapitre 2. L'art de l'observation. Voir ce que les autres ne voient pas. Voici une vérité que les écoles n'enseignent jamais. L'information est la forme de pouvoir la plus pure qui existe. Pas l'argent, pas la force, pas le statut, l'information. Celui qui comprend une situation avant les autres, la contrôle avant les autres. Celui qui voit les motivations cachées d'une personne avant qu'elle les exprime, détient un avantage que rien ne peut compenser. Celui qui lit les signaux que les autres ignorent, joue sur un échiquier que les autres ne voient même pas. Et tout ça commence par une compétence que presque personne ne développe consciemment. Observer. Pas regarder. Observer. La différence est fondamentale. Regarder, c'est passif. Vos yeux enregistrent ce qui est devant vous. Observer, c'est actif. Votre cerveau cherche ce qui se cache derrière ce qui est devant vous. Sun Tzu consacrait des chapitres entiers à cette compétence. Il distinguait 5 types d'espions, 5 façons de collecter de l'information sur l'ennemi, parce qu'il avait compris que la bataille se gagne avant d'être livrée, que la victoire se construit dans la phase d'observation, pas dans la phase d'action. Celui qui connaît son ennemi et se connaît lui-même n'a pas à craindre le résultat de 100 batailles. Remarquez la structure de cette phrase. L'ennemi en premier, soi-même en second, parce que la connaissance de l'autre précède l'action sur l'autre. Voici comment fonctionne concrètement l'observation stratégique. Quand vous entrez dans une pièce, n'importe quelle pièce, une réunion, un dîner, une négociation, avant de dire un seul mot, passez 30 secondes à observer. Qui regarde qui évite le regard de qui cherche l'approbation de qui avant de parler. Ces dynamiques ne vous disent tout sur la hiérarchie réelle de la pièce. Pas la hiérarchie officielle, la hiérarchie réelle. L'homme dont tout le monde attend la réaction avant de formuler leur propre opinion, c'est lui qui détient le vrai pouvoir dans cette pièce. Peu importe son titre. Ensuite, observez le langage corporel. Pas avec les grilles simplistes qu'on vous vend dans les livres populaires. Les bras croisés signifient défensive. Le regard à gauche signifie mensonge. C'est beaucoup trop réducteur. Observez les cohérences et les incohérences. Est-ce que ce que la personne dit avec ses mots correspond à ce que son corps communique? Une personne qui dit être à l'aise, mais dont les pieds pointent vers la sortie, elle n'est pas à l'aise. Une personne qui dit être d'accord, mais dont la mâchoire se contracte légèrement, elle n'est pas d'accord. Ces micro-signaux sont des fuites d'informations involontaires. Les gens ne contrôlent pas leur langage corporel de la même façon qu'ils contrôlent leurs mots. Et ces fuites vous donnent accès à leur vérité.
pas à la version qu'ils ont décidé de vous présenter. Machiavel était un maître de cette observation. Il passait des heures dans les couloirs du pouvoir florentin à écouter, à observer, à cartographier les alliances et les rivalités avant d'agir. Son génie n'était pas dans la manipulation directe, c'était dans la compréhension profonde des motivations humaines. Il savait que chaque homme a une faiblesse, une vanité, une peur, un désir, et que celui qui identifie ces éléments avant les autres détient les clés du jeu. Il écrivait « Les hommes sont si simples et obéissent si bien aux nécessités du moment que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un qui se laissera tromper. » Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'observation, parce que les hommes ne sont pas simples dans le sens péjoratif. Ils sont prévisibles dans le sens stratégique. Leurs comportements suivent des patterns. Leurs réactions suivent des scripts émotionnels. Et ces scripts, une fois identifiés, deviennent lisibles comme un livre ouvert. Comment développer cette compétence concrètement? Commencez par une pratique simple. Lors de votre prochain repas avec des amis, décidez de parler 30% moins que d'habitude. Utilisez ce temps pour observer. Qui initie les sujets? Qui les clôt? Qui cherche à être validé? Qui donne la validation? Vous serez surpris de ce que vous voyez quand vous arrêtez de préparer ce que vous allez dire pour commencer à vraiment regarder ce qui se passe. L'observation patiente est l'investissement le plus rentable que vous puissiez faire. Elle ne coûte rien. Elle rapporte tout. Pensez à quelqu'un dans votre entourage, au travail, en famille, dans votre cercle social, que vous avez longtemps mal lu. Quel signal aviez-vous raté? Qu'est-ce que l'observation vous a révélé sur cette personne que les mots ne vous avaient pas dit? Partagez en commentaire. Chapitre 3. Les mécanismes invisibles du contrôle. Voici le concept que la plupart des gens trouvent inconfortable. L'influence la plus puissante est celle que la cible ne perçoit pas. Pas parce que c'est de la manipulation, dans le sens malveillant du terme, mais parce que l'influence visible crée de la résistance. Dès que quelqu'un réalise qu'on essaie de le convaincre, ses défenses s'activent. Son ego entre en jeu. Il résiste, pas nécessairement parce qu'il est en désaccord, mais parce qu'il refuse d'être influencé. C'est la nature humaine. Nous voulons croire que nos décisions sont les nôtres. Le stratège intelligent travaille avec cette réalité, pas contre elle. Le premier mécanisme invisible est le silence comme outil de persuasion. Voici une technique que les négociateurs professionnels utilisent systématiquement. Quand une offre est posée sur la table, que ce soit un salaire, un prix, un accord, ne répondez pas immédiatement. Pas même pour dire que vous avez besoin de réfléchir. Juste silence. Ce silence crée une pression psychologique immédiate. L'autre personne ne sait pas ce que vous pensez. Elle ne sait pas si vous êtes intéressé, offensé, en train de calculer ou sur le point de partir. Et cette incertitude est insupportable pour la plupart des gens. Alors ils parlent, ils meublent, et en parlant, ils se révèlent. Ils ajustent leur offre, ils ajoutent des justifications. Ils reculent sur des positions qu'ils maintenaient fermement 2 minutes avant. Vous n'avez rien dit, vous avez tout gagné. Le deuxième mécanisme est le mystère comme outil d'attraction. Machiavel l'avait compris avant que la psychologie sociale ne le confirme 2 siècles plus tard. L'être humain est fondamentalement attiré par ce qu'il ne comprend pas entièrement. Le mystère crée du désir. L'imprévisibilité crée de l'attention. La personne dont on ne sait jamais exactement ce qu'elle pense occupe davantage l'espace mental des autres que la personne parfaitement lisible. Pensez à ceux qui vous fascinent vraiment dans votre vie. Sont-ils les gens les plus ouverts, les plus transparents, les plus prévisibles? Ou sont-ils ceux qui gardent une part d'eux-mêmes que vous n'arrivez pas tout à fait à atteindre? Le mystère n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement de la discipline dans ce que vous révélez et quand vous le révélez. Ne dévoilez jamais vos projets avant qu'ils ne soient accomplis. Ne partagez jamais vos doutes avec ceux qui pourraient les utiliser contre vous.
Ne montrez jamais l'étendue de vos capacités à ceux qui pourraient en avoir peur. Sun Tzu écrivait « Toute guerre est fondée sur la tromperie ». Pas dans le sens de mentir à tout le monde en permanence, mais dans le sens de ne jamais laisser l'adversaire voir exactement ce que vous êtes, ce que vous pouvez et ce que vous préparez. Le troisième mécanisme est la patience comme arme. C'est peut-être le mécanisme le plus contre-intuitif, parce qu'il va à l'encontre de tout ce que la culture moderne valorise. Nous vivons dans une époque d'immédiateté. Les réponses doivent être instantanées. Les résultats doivent être rapides. La gratification doit être immédiate. Et cette impulsion vers l'immédiateté est exactement ce que le stratège patient exploite. Celui qui peut attendre quand l'autre ne peut pas a un avantage structurel dans n'importe quelle négociation, n'importe quelle confrontation, n'importe quelle situation de pouvoir. Parce que la précipitation révèle le besoin, et le besoin est une faiblesse. Pensez à un pêcheur. Il ne force pas le poisson à mordre. Il crée les conditions optimales, il lance sa ligne et il attend. Pas passivement, activement. Il observe, il ajuste, il anticipe. Mais il ne précipite pas, parce qu'il sait que la précipitation fait fuir le poisson. Les grands joueurs historiques, des généraux aux hommes d'affaires en passant par les figures politiques, partagent tous cette capacité à attendre au moment précis où attendre est la chose la plus difficile à faire. Quel est le domaine de votre vie où vous avez le plus de mal à vous taire et à attendre? Au travail, dans vos relations, dans vos négociations. Et qu'est-ce que cette impatience vous a déjà coûté concrètement? Dites-moi en commentaire. Chapitre 4. La stratégie du vide. Quand votre absence parle plus fort que votre présence. Voici le concept le plus avancé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Et c'est celui que personne n'explique jamais clairement. Il y a une dynamique psychologique fondamentale dans la nature humaine. Nous valorisons ce que nous ne possédons pas entièrement. Nous désirons ce qui nous échappe partiellement. Nous accordons de l'importance à ce qui n'est pas toujours disponible. C'est vrai pour les objets, c'est vrai pour les idées, et c'est profondément vrai pour les personnes. La stratégie du vide consiste à utiliser consciemment cette dynamique à votre avantage. L'homme qui est toujours disponible perd de sa valeur perçue. Pas parce qu'il a moins de valeur réelle, mais parce que la disponibilité constante supprime le mystère, supprime le désir, supprime l'espace mental que les autres lui accordent. À l'inverse, l'homme qui disparaît stratégiquement, qui ne répond pas immédiatement à chaque message, qui ne participe pas à chaque discussion, qui sait quand s'éloigner, crée un vide que les autres cherchent naturellement à combler. Ils pensent à lui, ils se demandent ce qu'il fait, ils lui accordent une présence mentale disproportionnée par rapport au temps qu'il leur consacre réellement. C'est la mécanique du désir, et elle s'applique bien au-delà des relations romantiques, dans les affaires, dans le leadership, dans toute dynamique sociale. Machiavel avait observé ce phénomène dans les cours princières. Les dirigeants qui se montraient trop souvent, qui étaient accessibles à tous en permanence, perdaient progressivement leur aura. Ils devenaient ordinaires, familiers, et la familiarité tue le respect. Les dirigeants qui se rendaient rares, qui apparaissaient avec un timing calculé, qui ne participaient non pas à toutes les réunions, qui laissaient une partie de leurs intentions dans l'ombre, maintenaient un pouvoir que leur simple présence constante aurait érodé. Le prince doit aussi se montrer admirateur du talent et honorer ceux qui excellent dans chaque art. Il doit aussi encourager ses sujets, les inciter à exercer tranquillement leur métier, mais jamais au point de se rendre banal. Comment appliquer la stratégie du vide concrètement? Premier niveau, apprenez à ne pas répondre immédiatement à tout, pas par arrogance, par conscience. Chaque réponse immédiate signale que vous étiez disponible, que vous attendiez, que vous n'aviez rien de plus important à faire. Laissez passer du temps, pas pour jouer des jeux, mais pour que votre temps ait une valeur perçue. Deuxième niveau,
apprenez à sortir d'une conversation à son pic. La plupart des gens restent dans les interactions jusqu'à ce qu'elles s'épuisent naturellement. La conversation perd de son énergie, le silence devient gênant, on cherche des sujets. Sortez avant ce moment. Quittez une discussion quand elle est encore intéressante. Laissez l'autre personne avec l'envie d'en savoir plus, pas avec la satisfaction d'avoir tout dit. 3e niveau, créez de la sélectivité dans votre participation. Ne participez pas à toutes les discussions. N'assistez pas à toutes les réunions. Ne commentez pas chaque situation. Votre présence doit avoir du poids, et le poids vient de la rareté. Quand vous parlez, les gens doivent avoir l'habitude de vous écouter, parce que vous ne parlez pas souvent pour rien. Il y a quelque chose de profondément paradoxal dans cette stratégie. Plus vous vous rendez disponible, moins vous avez d'influence. Plus vous vous rendez rare, plus votre impact est amplifié. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la compréhension de la psychologie humaine appliquée à votre propre positionnement. Sun Tzu l'exprimait ainsi dans sa conception de la guerre. La victoire appartient à celui qui contrôle le terrain, pas à celui qui occupe le plus de terrain. Occuper tout le terrain vous expose. Choisir votre terrain vous fortifie. Votre énergie, votre temps, votre attention, ce sont vos ressources les plus précieuses. La stratégie du vide consiste à les déployer avec une précision chirurgicale, plutôt qu'à les disperser uniformément sur tout et sur tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, un patron, une relation, une